mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci pour votre fidélité et intérêt accordé à votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Cheikh Gueye. Cheikh Gueye est le chargé de la veille et de la prospective à IPAR. Il est aussi le secrétaire général du réseau sénégalais des think tanks. C'est un plaisir encore une fois, M. Gueye, de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie beaucoup, Bayomar, de m'inviter à ce prestigieux micro. Merci. Et je voudrais également dire bonjour à tous les Sénégalais en ce dimanche matin. Alors, cher Gueye, entre urgence sociale et conflit politique, oui, comment trancher une telle problématique? Bon, je pense que pour tout gouvernement, toute gouvernance, on a besoin de conjuguer le présent et l'avenir. Et donc, pour le régime du président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes en plein dedans. C'est l'occasion, encore une fois, de les féliciter par rapport aux 100 premiers jours et de voir également qu'il est très important de prendre le recul nécessaire pour avoir une idée de ce qui se fait aujourd'hui et de l'avenir du pays à partir de l'alternance du 24 mars 2024. Alors, des actes sont posés, comment les appréciez-vous? Notamment dans les tentatives de réduction du coût de la vie et ensuite les nominations, oui, entre autres, quelle appréciation? D'abord, du point de vue des principes et des valeurs, je pense que le volontarisme et l'ambition me semblent des valeurs très importantes quand un nouveau régime arrive et qu'il a tant promis, effectivement, notamment un changement systémique, un changement paradigmatique. Les premiers signaux peuvent être rassurants sur ce volontarisme-là et également sur l'ambition, puisque si on a une analyse un peu rétrospective et surtout sur la longue durée, nous venons de connaître presque 24 ans de libéralisme, de néolibéralisme même, et en tout cas dans le principe au moins. On peut s'interroger sur la pratique, mais au moins on voit que ce libéralisme-là, c'était aussi accompagné d'un libertinage financier très important. On a vu la corruption s'installer, on a vu des crimes économiques être commis et également beaucoup de problèmes qui ont atterri dans la justice, ou en tout cas devant les cours et tribunaux. Et ça montre effectivement que ces 24 dernières années ont été très marquées par l'économie libérale et ce caractère libertin, justement, par rapport auquel les Sénégalais sont sans doute un peu usés. Mais comment en est-on arrivé là? S'agit-il justement des erreurs dans les choix de définition de politique publique? Oui, finalement. Je pense d'abord que c'était lié à des personnalités, notamment le président Abdoulaye Wade. Tout le monde sait qu'il a toujours, en tant qu'économiste, prophétiser le fait que notre pays avait besoin de sortir d'une logique peut-être socialiste, appauvrissante, et qu'on devait entrer dans une sorte de libéralisation encore plus poussée, avec donc
l'attrait des investissements directs étrangers massivement, avec la construction d'infrastructures un peu partout dans le pays, mais toujours dans cette logique de maintien d'une logique d'extraversion de l'économie. Moins d'État, mieux d'État. Voilà, moins d'État, mieux d'État, avec également une collaboration très forte avec les institutions internationales. Mais en soi, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, je sais pas, mais pour moi, on a perdu beaucoup de temps également dans cette période, puisque notre pays a besoin depuis très longtemps de sortir de ce modèle justement qu'on peut considérer comme un modèle néocolonial qui avait surtout maintenu le Sénégal dans une logique de continuité par rapport et de dépendance. Voilà, par rapport aux pays qui nous ont colonisés. Et j'ai l'impression que la fatigue de ce pays actuellement, c'est par rapport justement à ce modèle-là. C'est ce modèle-là que nous voulons dépasser. Il y a eu quelques tentatives, même lors du règne du président Macky Sall, mais on a besoin aujourd'hui de passer un cap sur ce rapport-là. Chaque président arrive avec l'intention, justement, de prendre en main la destinée du pays, c'est-à-dire en termes d'indépendance, d'autonomie, mais n'y arrive pas du tout. Au finish, vous sentez les difficultés, les problèmes dans l'organisation, dans la gouvernance surtout. Finalement, avec ces nouvelles autorités, qu'est-ce qui va changer ou justement, qu'est-ce qui risque de se produire? Bon, dans une logique prospective, on peut dessiner 3 scénarios. Un scénario du pire, c'est-à-dire un scénario où toutes les promesses qui ont été faites, notamment dans le domaine de la souveraineté, dans le domaine de la reddition des comptes, dans le domaine de l'amélioration de l'état de droit, que toutes ces promesses-là ne soient pas tenues. Ça impliquerait et ça générerait auprès de la jeunesse une déception encore plus grande et peut-être des choses graves ou dramatiques, encore plus dramatiques que ce que nous avons connu depuis 3-4 ans. Le scénario tendanciel, c'est-à-dire le scénario de la continuité, où on essaie de faire des compromis, où on ne fait pas les ruptures nécessaires, mais on continue à gérer normalement le pays, peut-être avec quelques améliorations. Ça aussi, c'est un scénario qui peut également arriver, qui générerait certainement aussi des déceptions, parce que moi, je fais partie des gens qui considèrent que ce pays n'a pas besoin seulement même de réformettes, mais d'une vraie refondation. De réforme profonde, c'est le troisième scénario. Et pour moi, le scénario 3, effectivement, c'est un scénario de refondation ou systémique, sincère, avec beaucoup d'audace, avec beaucoup d'ambition et aussi panafricaniste. Et si on a ce scénario-là, on peut voir, malgré l'impatience que nous sommes en train de noter auprès d'une jeunesse de plus en plus massive en termes de nombre, mais aussi de plus en plus exigeante, de plus en plus impatiente, que les décisions de refondation puissent permettre à moyen terme, pas à court terme. Parce que je fais partie aussi des gens qui croient que on a besoin de temps pour faire la refondation. La question, comment justement, pour ne pas dire manœuvrer dans un tel contexte, pour éviter par rapport aux impatients dont vous faites allusion, mais également à ceux-là qui pensent quelque part qu'il faudra du temps. Donc il y a 2 timings à gérer. Comment cela rejoint ta première question, c'était de voir comment est-ce qu'on peut gérer à la fois les urgences, mais aussi l'avenir. Et pour moi, l'un des défis de ce nouveau régime, ce sera justement de conjuguer des réponses par rapport aux urgences, tout en ayant la capacité de se projeter, la capacité de dessiner des réformes très profondes pour l'avenir et de ne pas penser au mandat ou aux prochaines élections, mais dessiner
à travers des décisions très fortes, à travers un pacte social, à travers une mobilisation générale du pays, au-delà des partis, etc., d'avoir une démarche de projection vers un Sénégal complètement différent. Complètement différent, mais a-t-on besoin de majorité pour gouverner, puisque aujourd'hui la principale question est et reste la DPG. Que doit justement faire le Premier ministre Ousmane Sonko? À l'Assemblée nationale, ils se sont réunis, je parle des différents groupes parlementaires, et ont acté la faisabilité. Maintenant, ils attendent l'avis du chef de l'État sur la question pour certainement enclencher une procédure d'urgence débouchant sur la déclaration de politique générale. Comment appréciez-vous ces dernières informations? Je pense qu'après quelques semaines de tergiversation et également de disputes peut-être un peu superficielles. Vous les avez compris? Oui, bon, je pense qu'on aurait pu s'épargner sans doute cet épisode. Parce que d'un côté, il y a eu quelques excès dans les prises de parole et de l'autre, une certaine émotivité dans la réaction. Et pour moi, on aurait pu éviter effectivement ces quelques semaines de retard. Mais globalement, on est en train de connaître un happy end, donc avec une déclaration de politique générale qui va se faire. Ce sera une étape importante. En quoi? Parce qu'elle va permettre déjà de jauger du bien fondé des premières décisions qui vont être prises à partir du premier budget et de 2025 et des grandes décisions qui vont être prises. Sous ce rapport-là, c'est très important. Ça va donner les premières orientations si on va dans justement le scénario tendanciel ou le scénario plutôt optimiste, le scénario avec un cercle vertueux. Maintenant, ce qu'on attend plus, c'est le référentiel. C'est-à-dire cet autre document qui est attendu en septembre après le DPG et qui va donner peut-être des éléments plus précis, plus techniques. Plus de lisibilité. Voilà, et plus scientifiques à partir desquels on pourrait mesurer les progrès que notre pays doit faire dans des indicateurs beaucoup plus précis, notamment un indicateur qui me paraît très très important, c'est la souveraineté. Pour moi, désormais, tout doit être mesuré. Bâti sur la souveraineté. Voilà, mesuré sur la souveraineté, sur des indicateurs de souveraineté. Oui, vous travaillez au niveau de IPAR dans le domaine agricole. Il est question de souveraineté alimentaire. Mais jusqu'ici, comment relever un tel défi en tant que spécialiste? Parce que je sais que vous travaillez sur cette question. C'est un défi immense. Oui. D'abord, il doit être impulsé par l'État, c'est vrai. Mais il ne peut pas le faire seul. Il peut le faire qu'à travers la mobilisation de tous les acteurs, globalement, notamment du CNCR et des organisations de producteurs avec lesquels on doit avoir une mobilisation, des contrats d'objectifs, en tout cas un engagement commun pour atteindre cet objectif à moyen terme. Mais il y a beaucoup d'autres conditions qui sont liées à la réussite de cette souveraineté alimentaire. D'abord, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas que l'agriculture. Il y a également tous les autres domaines. La chaîne de valeur. L'élevage, la pêche, parce qu'on ne mange pas que les produits agricoles. Mais également, c'est un défi qui est fortement relié à la question du financement. Mais également à la culture de consommation, puisque la souveraineté alimentaire, c'est d'un côté produire ce que nous mangeons, mais également manger ce que nous produisons. Et manger ce que nous produisons, cela dépend également de la culture de consommation, qui a également beaucoup été extravertie, avec donc l'importation de presque tous les produits que nous consommons, etc. Et sous ce rapport-là, à moyen terme, on doit pouvoir inverser la tendance
notamment dans la consommation des Sénégalais. Et il se posera de plus en plus, comme nous l'avons d'ailleurs dit ces jours-ci, également dans le cadre du DISO que nous avons organisé avec la société civile, aussi prendre en charge la jeune génération. Vous et moi, nous avons des jeunes enfants, mais qui ne mangent pratiquement plus ce que nous préparons dans les maisons. Et qui mangent encore plus extravertis, qui sont branchés sur le marché international de la consommation. Et tout ça, ce sont des éléments qui doivent faire l'objet d'un travail. D'une étude très profonde. Une étude très profonde pour comprendre les modes de consommer des Sénégalais, et comment les inverser, sans doute par la culture, par le cinéma, par le théâtre, par beaucoup de la littérature, etc. Parce que nous avons, si nous réussissons à produire plus ce que nous consommons, il va falloir convaincre les Sénégalais de le consommer. Et ça, c'est un autre défi. Mais la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose en tout cas de très complexe, avec beaucoup de variables. Et IPAR travaille beaucoup également sur la loi d'orientation agro-silvopastorale avec l'État, parce que ce sont des réformes qui attendent depuis très longtemps. Et qui va changer quoi finalement? Qui va changer d'abord les principes, la vision, les logiques d'intervention de l'État, et qui va également permettre à l'État de se donner les moyens suffisants de sa politique. Ce que nous avons connu ces dernières années, c'est peut-être il y a eu de la volonté politique, mais il y a eu quand même beaucoup d'errements, beaucoup de programmes qui ont commencé, qui n'ont pas été achevés, qui ne sont pas allés jusqu'au bout, etc. Donc, avoir à travers cette nouvelle loi et à travers cette nouvelle politique une nouvelle mobilisation de tous les acteurs sénégalais autour de ça, attirer des investissements beaucoup plus importants que ce que nous avons connu ces 20 dernières années, sortir des logiques de campagne également, et vraiment renouer avec les investissements massifs dans le milieu rural, sur les chaînes de valeur, sur les systèmes alimentaires. J'ai l'impression que c'est un horizon indépassable. On ne peut pas ne pas faire autrement. Et donc, avoir des autorités dynamiques, comme le ministre que nous avons, je ne sais pas si on va le réussir, mais en tout cas, on a besoin de ce dynamisme-là, on a besoin de cette conviction pour que justement l'agriculture, la pêche et les autres secteurs, les autres activités du secteur primaire reviennent au devant de la scène, reviennent comme des domaines d'investissement très importants. C'est ce qui peut permettre d'avoir la souveraineté la plus importante, c'est la souveraineté alimentaire. Parce que c'est cette souveraineté alimentaire-là qui nous permet de retrouver notre dignité, et c'est ce qui nous permet également d'être plus sains, plus dynamique, et pour moi c'est l'essentiel de la réforme que l'État le pays devra réussir. Le temps des réformes, mais aussi nous avons besoin d'un marché pour l'écoulement des produits également. Le marché, comment le réorganiser afin d'éviter, je ne veux pas dire l'inflation, mais justement organiser ce marché-là? Je considère que si on est si dépendant de l'inflation, justement, c'est parce que nous importons tout. Donc, inverser cette tendance serait déjà de faire de l'import-substitution, c'est-à-dire d'avoir une logique de production qui remplace l'importation, qui permet de produire ce que nous importons. Ça, c'est une étape pour moi fondamentale. Après, on pourra, au fur et à mesure, mieux maîtriser notre production pour faire baisser les prix et surtout aussi en faire profiter les producteurs. Pour moi, ça, c'est un élément très important. Ce qui serait un dynamiteur de notre économie, puisque on connaîtra à partir de là des chaînes de valeur très importantes qui vont profiter au commerce,
aux échanges, qui vont profiter également à l'agro-industrie. Parce que vous avez entendu quand même l'agroalimentaire, les commerçants crus dans les brancards, quelque part, il y a un besoin de réorganisation de ce secteur également. Absolument. Parce et que je pense que le sucre en poudre déjà de plus en plus se raréfie. Il y a des problèmes quelque part. Tant qu'on dépendra autant des importations, tant qu'on cherchera la facilité qui consiste à toujours aller chercher les produits à l'étranger, on dépendra de plus en plus du marché international et on sera de moins en moins capable d'agir sur les prix. Ça, c'est clair. Donc, l'inversement paradigmatique dont on parlait tout à l'heure, elle doit se faire maintenant. On doit avoir des initiatives fortes, certainement à partir de 2025, puisque c'est là que le nouveau régime aura les coudées franches d'un point de vue budgétaire et financier. Un budget à disposition. Voilà, et à partir de là, on pourra juger du niveau de mobilisation du nouveau régime et des Sénégalais en général pour cette souveraineté alimentaire-là. Finalement, il sera aussi question de disposer d'une majorité. On a parlé du besoin de déclaration de politique générale du Premier ministre, mais vous connaissez pour l'instant la situation à l'Assemblée avec une majorité qui les échappe. La dernière fois, je disais qu'il était très important qu'on ait une période de grâce, à la fois pour le régime, mais aussi pour l'Assemblée nationale. Parce que il ne servait à rien de fonctionner selon une logique politicienne qui consiste à être contre toute décision du gouvernement systématiquement. Et j'espérais, il y a 3 mois, que les premières réformes qui seraient proposées à l'Assemblée nationale par le président de la République et son Premier ministre seraient en tout cas discutées, mais pourraient être voté avec une majorité, même avec Benno Bokk Yakaar. C'est pas encore le cas. Et il est regrettable qu'on ait connu cette petite montée de tension au moment de discuter sur la déclaration de politique générale. Il y a quelques jours, dans un atelier avec quelques députés, et je pense qu'ils partagent le même regret, c'est-à-dire parce que c'était une tension assez superficielle. Il n'y avait pas de désaccord fondamental profond sur la marche du pays. Il n'y avait pas ce genre de problème. Donc on aurait pu connaître une période de 6 mois, 8 mois où l'Assemblée nationale jouerait son rôle de manière très républicaine, etc. Alors, maintenant, je ne suis pas encore découragé. Je pense que dans les prochaines semaines, après la déclaration de politique générale, et également avec le nouveau référentiel, tout le monde pourrait voir des idées, des orientations importantes qui pourraient faire l'objet d'un consensus. Je pense que c'est vers la dissolution de l'Assemblée nationale ou oui, meilleure idée pour vous? Si on n'a pas ça, ce que je viens de décrire, donc ce scénario où il y a une sorte de pacte républicain, on ira vers une dissolution parce que le nouveau régime aura besoin d'avoir les coudées franches, d'avoir une majorité qui l'appuie pour les réformes à faire. Et donc, on aura encore une élection et bientôt encore une autre élection locale. Ce qui, pour nous qui avions beaucoup travaillé pour que les élections locales, les élections législatives, les élections présidentielles puissent se tenir de manière sereine, à date, avec une logique pacifique, etc. Je crains qu'on ait de nouveau une remontée de la tension et ce serait regrettable. Notre pays est dans une sorte de fatigue électorale, de fatigue politicienne. Et les citoyens en général ont besoin de se reconstruire, de retrouver de la sérénité. On a besoin d'une réconciliation nationale. Il y a encore les prémices, ou en tout cas les signes des clivages que nous avons connus ces dernières années. Le pays n'a vraiment pas besoin de repartir sur un cycle de disputes politiciennes, etc. Donc j'espère que tout le monde reviendra à la raison, qu'on retrouvera un peu de sérénité, qu'on retrouvera
une sorte de pacte républicain qui peut permettre au nouveau régime qui a été élu par les Sénégalais à 54%, et qui a laissé loin derrière le reste de l'opposition. Donc, respectant cela, respectant cette majorité, on doit tout faire pour que ce régime puisse prendre les décisions qu'il faut. Alors, pour l'intérêt du pays. Pour l'intérêt du pays, comment cela se fera ou est-il possible de faire? Parce que vous avez vu du côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, déjà à ce niveau, comment appréciez-vous, oui, la situation dans laquelle se trouve justement la coalition Benno? Écoute, Bayomar, je ne sais pas s'il faut commencer à analyser les coalitions une par une, ou avoir un regard sur chaque parti. Moi, je considère que ce que nous avons connu en mars 2024, pardon, c'est le fruit d'un long processus. C'est l'aboutissement d'une demande très forte, mais aussi très ancienne, de plusieurs catégories d'acteurs qui ont souvent été périphérisés dans notre société. Je pense notamment à la jeunesse, donc, qui s'est beaucoup massifiée, on l'a vu avec les derniers résultats de l'ANSD, mais également les arabisants, mais également toute cette gauche assez radicale qui a animé le jeu politique pendant très longtemps dans les années 70 et 80, mais qui avait perdu un peu pied. Donc, il y a beaucoup de catégories d'acteurs qui ont attendu ce changement profond depuis longtemps. Maintenant, ce que nous voyons, en tout cas, j'ai envie d'avoir ce regard-là et de voir comment les choses évoluent. Est-ce que le nouveau régime est en train de répondre aux besoins de changement de paradigme, et ne pas analyser les acteurs. Par exemple, quand vous me parlez de Benno Bokk Yakaar, je considère que peut-être que c'était une alliance circonstancielle pour soutenir comme une majorité élargie qui était au pouvoir avec le président Macky Sall. Je ne vois pas cette coalition survivre à Macky Sall et au changement de régime. Et je pense que Benno Bokk Yakaar n'a pas été un épiphénomène, parce qu'il a été pendant au moins 12 ans autour du président Macky Sall et a assuré une certaine stabilité. Mais c'est le propre du jeu politique sénégalais de connaître à chaque cycle d'autres formes d'organisation. Et pour moi, encore pour ce régime-ci, nous allons connaître des formes d'organisation différentes, avec sans doute la mort des partis traditionnels, l'émergence de nouveaux mouvements autour des jeunes, peut-être une approche citoyenne beaucoup plus importante que ce que nous avons connu ces dernières années. Pour moi, peut-être que, en tout cas, c'est assez difficile de voir ce que ça va être. Mais avec justement Amadou Ba, qui de plus en plus pose des actes. Il a été à Touba voir le khalife général des Mourides. L'avenir de Amadou Ba au sein des Benno, pour d'aucuns, il faut qu'il prenne ses responsabilités, sortir de Benno, créer une autre entité politique, ou doit-il rester à l'intérieur? Ce que je peux dire comme observateur, c'est qu'il doit construire sa carrière politique autour de sa propre personnalité, de son aura et de sa légitimité avec ses 30 et quelques %. C'est ça qui lui permettra de se libérer de la tutelle du président Macky Sall et de l'APR, et qui peut lui donner une chance de rebondir, encore une fois, avec sa propre personnalité. J'ai bien aimé le fait qu'il dise aujourd'hui ou hier qu'il a besoin lui-même de temps avant d'intervenir dans le débat politique, et qu'on vient d'avoir un nouveau régime qui n'a même pas encore travaillé 3 mois, et qu'il fallait leur laisser du temps. Donc si c'est la principale personnalité de l'opposition qui dit ça,
je pense que c'est déjà une autre approche. C'est une approche un peu différente de ce que nous avons entendu. C'est un homme d'État qui sait ce que c'est qu'un État. Voilà, ça reflète, à mon avis, la personnalité de quelqu'un qui peut-être est beaucoup plus mature que ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, de manière très émotive depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, mais oui, le temps des réformes, avons-nous dit, avec justement la reddition des comptes également, cher Gueye. De plus en plus, vous entendez, qu'attendent-ils les nouvelles autorités? Finalement, quelle démarche par rapport à ces impatients qui exigent une reddition des comptes au plus vite? Je pense que l'un des principaux adversaires du nouveau régime, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps et c'est aussi l'impatience. L'impatience que les Sénégalais ont de voir se réaliser les promesses. Mais ça montre à quel niveau les Sénégalais croyaient en ces promesses. Et ça doit déterminer sans doute également leur niveau d'exigence par rapport à ce qui va se réaliser. Leur niveau de surveillance par rapport à ce qui va se passer. Donc il me semble que la reddition des comptes est encore une fois, comme à chaque fin de régime ou au début de nouveau régime, une demande sociale très forte. Parce qu'on considère que si le pays connaît des situations économiques difficiles, c'est sans doute parce que il y a eu de la corruption, il y a eu de la concussion, il y a eu des dérives économiques. Et c'est souvent à partir de là qu'on construit cette demande sociale de reddition. Il me semble que cette reddition doit avoir lieu parce que nous avons besoin d'éclaircir un certain nombre de choses pour avoir un nouveau départ. Et pour ce nouveau départ-là, il faut assainir les bases. Il faut donner leur vrai sens aux institutions qui luttent contre la corruption, qui luttent pour qu'il y ait une reddition des comptes permanente. Maintenant, il y a des dossiers qu'ils ont trouvés, sans doute qu'il va falloir éclaircir, mais sans trop également entrer dans les prérogatives de la justice. La séparation des pouvoirs, elle est là. Mais en même temps, ils doivent également penser à prévenir d'autres dérives qui peuvent arriver à l'avenir. Toute la problématique de la gouvernance. Voilà. Et donc toujours gérer les urgences, les situations actuelles et aussi prévenir ou améliorer en tout cas les institutions de prévention de la corruption, de la concussion, etc. Moi, ce sont toujours ces deux dynamiques que le régime doit conjuguer pour satisfaire les Sénégalais et avoir peut-être dans les prochaines années une situation beaucoup plus, une gouvernance beaucoup plus propre, beaucoup plus tournée vers plus d'honnêteté, plus de morale, plus d'éthique. L'une des demandes les plus importantes de la société sénégalaise globalement et autour de l'État et du géopolitique, c'est cette demande-là. Je pense qu'ils ont d'abord et avant tout été élus pour changer les comportements, pour prévenir malhonnêteté, le vol des deniers publics, etc. C'est là d'abord et avant tout que les Sénégalais les attendent, parce que je pense que si on améliore l'environnement de lutte contre la corruption, etc., les Sénégalais sont des travailleurs. Une meilleure gouvernance permettra sans doute au pays de faire des progrès. Maintenant, et cela passe par la reddition des comptes. Ça passe effectivement par la reddition des comptes, une vraie reddition des comptes, sans également une logique de vengeance politique. Là aussi, voilà, ça doit être quelque chose de très équilibré et avec aussi le respect de la justice et de sa liberté. Il est beaucoup question de justice, de balance, mais de ce point de vue, oui, sommes-nous arrivés au temps des réformes dans ce secteur également, parce que ça se discute. De quelle justice faudrait-il dans un état de droit comme le nôtre aujourd'hui? Par rapport justement, pour préciser la question, au Conseil supérieur de la magistrature,
doit-il être présent, le chef de l'État, lui et le garde des Sceaux? Oui. Comment également de ce point de vue? J'ai participé aux assises de la justice. Oui. Et en dehors du fait que j'avais quelques préoccupations à y défendre avec certaines catégories d'acteurs, notamment les acteurs religieux, je pense que c'était un exercice d'exorcisme déjà très important par rapport à une justice qui avait fait l'objet de beaucoup de contestations pendant plusieurs années, avec toutes ces affaires politico-juridiques depuis même 2013-2014 avec Khalifa Sall, après Karim Wade, etc. Donc nous avions besoin de cela. Et les discussions ont pu permettre de faire une situation sur les réformes très importantes à faire pour avoir une justice de nouveau légitime, respectée et avec les moyens, ces moyens de fonctionner et de faire vraiment justice aux Sénégalais. Pour moi, les assises ont fondamentalement réussi cela, donc nous félicitons le président de la République et aussi mon frère Babacar Gueye. Donc, et tous les gens qui ont travaillé, parce que c'était très ouvert, il y avait aussi beaucoup d'universitaires. Je me réjouis qu'on ait pu, en très peu de temps, avoir un certain nombre de propositions et j'espère que la plupart d'entre elles vont être réalisées. Et il me semble que c'était très très important dans une démarche de refondation, de d'abord partir par la justice, parce que c'est elle, dans la perception des gens, qui posait le plus de problèmes au départ. Donc, c'est cette justice-là qui est appelée à justement organiser la reddition des comptes. Exactement. Oui. Et donc il faut la renforcer, lui donner la confiance nécessaire, sans aussi être dans l'interventionnisme à tout bout de champ. Et sous ce rapport-là, le Conseil supérieur de la magistrature est un des éléments, pas l'élément le plus important, mais c'est un élément symbolique, parce que c'est là que se joignent les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs exécutifs. Et l'impression que j'ai, c'est que oui, à un moment donné, il y avait une grande volonté d'avoir une séparation complète, mais dans les faits, pour un besoin d'équilibre, tous les gens raisonnables pensent que le président de la République doit rester dans le Conseil supérieur de la magistrature, tout en n'ayant pas une influence décisive sur la carrière des magistrats et donc avoir une capacité d'exercer de la pression sur eux pour des logiques politiciennes. C'est ça qu'il faut éviter. Doit-il s'ouvrir ce Conseil supérieur de la magistrature pour éviter le corporatisme? Je pense que... Parce que là également, c'est un débat. Le Conseil supérieur de la magistrature peut ne pas intégrer beaucoup d'autres acteurs que les magistrats. Mais la haute autorité de la justice, par contre, qui est une instance qui a été proposée par les assises, doit être quelque chose de beaucoup plus ouvert, notamment aux justiciables et à des catégories qui peuvent apporter d'autres dimensions que juste l'aspect juridique, qui peuvent apporter des dimensions sociologiques, des dimensions anthropologiques, des dimensions religieuses, des dimensions morales. Pour moi, c'est alors ça pour qui vous, fait alors si on comprend bien l'importance de ce haut conseil. Justement, garder la structure comme telle, c'est-à-dire le président de la République continue à y siéger et ensuite pour la haute autorité l'ouvrir aux autres corps. Exactement. Oui. Alors de ce point de vue, parce que dans une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et celui judiciaire. Comment justement, à ce stade de notre démocratie, organiser ces trois pouvoirs? Là, ça permet, cette question, d'aborder la question de l'état de droit. Oui, au final, oui. Au final, et de voir comment réorganiser l'état de droit pour qu'on ait une vraie refondation de nos institutions. Pour qu'on ait encore plus de contrôle des institutions, les unes
par rapport aux autres. Parce que la séparation des pouvoirs, c'est un principe. Mais l'exécutif doit être surveillé, contrôlé par l'Assemblée nationale. Et le pouvoir judiciaire n'est pas également un pouvoir complètement séparé de l'exécutif. Donc, c'est un ensemble de mécanismes qui doit permettre que chaque institution, disons, surveille l'autre, contrôle l'autre. C'est ça qui permet d'avoir cet équilibre entre les différents pouvoirs. Parce que ce que nous avons connu ces dernières années, c'est moins un problème d'écriture des textes ou de mise en place d'institutions que de leur application ou de la pratique des acteurs. C'est surtout la pratique des acteurs, les logiques politiciennes, les logiques clientélistes qui ont fini par corrompre, disons, cet équilibre des pouvoirs. Et c'est pour ça que je pense que les nouvelles autorités ont également le défi à la fois d'être dans la refondation de ces institutions dans le moyen terme et de ne pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés leurs prédécesseurs, c'est-à-dire d'avoir des liens trop importants entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, jusqu'à donner l'impression, encore une fois, c'est une impression que le pouvoir exécutif dicte la conduite au pouvoir judiciaire. Oui, c'est ça qu'il faut absolument éviter. Oui, avec justement l'équilibre des pouvoirs qui doit être soutenu par une base de souveraineté. De ce point de vue, cher Gueye, invité d'objection, on a vu également par rapport aux partenaires, je parlais du Fonds monétaire international, qu'est-ce qui se passe réellement? Doit-on continuer à naviguer avec les partenaires financiers internationaux ou doit-on aujourd'hui revoir le mode de partenariat? Là aussi, je pense qu'on va conduire la même grille de lecture, c'est-à-dire il y a des choses qui sont du point de vue du présent et aussi des acquis, et puis il y a des choses qui sont du point de vue du futur. Du point de vue du présent, il y a certainement des engagements que nous avons avec ces institutions internationales, avec des déboursements qui étaient prévus, avec des financements qui étaient également prévus, et également une situation que les nouveaux tenants du pouvoir ont trouvé. Maintenant, sans doute qu'ils doivent avoir une vision de libération progressive par rapport à l'emprise de ces institutions internationales sur les décisions souveraines que l'État doit prendre, sur les investissements à faire pour avoir plus de souveraineté, justement, souveraineté alimentaire, souveraineté économique globalement. Tous ces politiques ou ces refondations à faire ont besoin que nous ayons notre propre souveraineté intellectuelle et aussi notre propre capacité de décider du modèle économique que nous voulons. Et de ne pas être seulement dans à la remorque des institutions internationales qui, comme on le sait, depuis le consensus de Washington, sont d'abord et avant tout tournés vers l'orientation de nos pays, vers l'ouverture de nos marchés et notre intégration dans la mondialisation. C'est ça leur rôle. Est-ce que nous devons continuer dans une démarche de refondation vers la souveraineté, continuer à les suivre aveuglément? À mon avis, non. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je ne parle pas d'une déconnexion autarcique ou brutale, mais on doit être à moyen terme, être beaucoup moins dépendant de ces institutions internationales. Pour moi, c'est un des indicateurs. Mais comment est-il possible dans un contexte assez tendu, avec justement dans le prolongement cette crise sous-régionale? On a constaté, la création de l'AEDES qui est passée maintenant à une confédération des États du Sahel également. Comment construire cette souveraineté dans un contexte de crise où vous avez 3 États et non des moindres
qui prennent leur indépendance alors que la CEDEAO en elle-même aujourd'hui pose problème. Comment? Bon, je pense qu'on est dans une situation où le Sénégal peut être un laboratoire intéressant de la continuité et de la rupture en même temps. De la continuité par rapport à la collaboration que nous avons avec ces institutions internationales, mais aussi de la rupture dans la même ligne que prônent les pays comme ceux de la Confédération des États du Sahel. Il y a un peu partout en Afrique de l'Ouest une volonté beaucoup plus affirmée des nouveaux régimes, mais également des jeunes, pour plus de souveraineté, pour la sortie du modèle colonial, pour un retour à nos valeurs et nos principes, etc. Ça, c'est général. Donc, le Sénégal à la mode. Réussit à entrer justement dans une réforme, en tout cas dans une logique paradigmatique différente de ce que nous avons connu ces dernières années, et en le faisant de manière démocratique, c'est-à-dire en changeant de régime. C'est une autre expérience. C'est une autre expérience. Et le Sénégal doit montrer que nous pouvons sortir du système, comme on l'appelle, dans une logique démocratique différente de ce qu'on pourrait connaître dans certains pays qui doivent passer par des coups d'État, qui doivent passer par des déstabilisations. Il me semble que ça, nous devons en être conscients, mais nous devons tous nous mobiliser pour réussir justement. Comment le cas du Sénégal peut constituer un modèle par rapport à ce à quoi nous assistons aujourd'hui en Afrique? Comment? Nous pouvons constituer un modèle, nous le sommes d'ailleurs déjà, parce que mais on ne sait pas si ça partager va les ou pas. idées d'un point de vue symbolique déjà, nous le sommes. Parce que partager les mêmes idées que les pays de l'AES, où il y a une certaine complicité intellectuelle, une certaine complicité politique entre, par exemple, Ousmane Sonko, qui est le chef de cette mouvance-là au Sénégal, avec ces pouvoirs-là. Comment, du point de vue comportemental, appréciez-vous ce qui pourrait être comme deux attitudes, celle d'Ousmane Sonko et du président Diomaye, qui œuvrent au niveau étatique, et Ousmane Sonko qui garde le parti? Comment? Je pense qu'on est là aussi dans l'expérience, le laboratoire dont je parlais tout à l'heure. On est, à travers Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, à travers leurs personnalités un peu différentes et complémentaires, les deux faces d'une même pièce de monnaie. S'agit-il de stratégies différentes? Pour moi, on a deux larrons en foire. Je pense qu'ils se comprennent, qu'ils définissent des stratégies et des pratiques, des comportements qui se complètent. Bassirou Diomaye Faye qui incarne l'État sénégalais normal, voilà, républicain, très protocolaire, très traditionnel dans sa diplomatie. Et peut-être, on le verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, Ousmane Sonko beaucoup plus proche des régimes qui sont en rupture par rapport à la CEDEAO, qui pourraient leur exprimer un peu plus de solidarité, qui pourraient leur montrer qu'il les comprend, et avoir également la possibilité d'être un pont entre les pays dits normaux et les pays qui sont en guerre, qui sont sous coup d'État. Si le Sénégal peut réussir quelque chose de fondamental dans cette période, c'est d'être le pont, la passerelle entre ces deux univers qui sont en train de se diviser. La réconciliation sera-t-elle facile par rapport à un médiateur qui vient du Sénégal comme le président Bassirou Diomaye Faye? Je pense qu'il a trouvé peut-être la bonne personne pour lui faciliter la tâche. Parce que à travers le professeur Abdoulaye Bathily, que je salue au passage, qui a été mon professeur, il a
d'abord une personnalité africaine reconnue, respectée, légitime effectivement, et qui est également très proche des idées que certains de nos frères de l'AES développent, notamment sur les questions de souveraineté, etc. Qui connaît bien la région. Qui connaît également très bien la région pour y avoir joué des rôles pour les Nations Unies, etc. Et lui peut effectivement l'aider à recoudre des liens avec les pays de l'AES, mais demander également que la CEDEAO puisse se réformer, puisse également changer le logiciel. C'est nécessaire. C'est nécessaire que la CEDEAO change le logiciel. Elle a connu depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années une évolution. Sans doute qu'elle a réalisé des choses très importantes pour l'intégration de la sous-région, mais elle a vieilli. Elle est aujourd'hui en face d'une jeunesse qui demande autre chose, qui demande plus d'indépendance, plus de souveraineté. Donc, elle a besoin de se réinventer et d'être beaucoup plus proche des préoccupations des peuples de la CEDEAO. Donc, il me semble que nous avons là une opportunité. Cette crise-là, elle peut également effectivement être une opportunité de reconstruire de nouvelles relations entre les pays de la CEDEAO et d'avoir des convergences sur un certain nombre de choses qui peuvent permettre une amélioration de la vie des populations. Parce que nous sommes quand même dans une région qui est très marquée par la péjoration des conditions climatiques et éco-géographiques globalement, par le désespoir des jeunes. D'ailleurs, à IPAR, nous sommes actuellement en train de mener une étude sur les déterminants de la colère des jeunes un peu partout dans le Sahel. Vous y avez un début de réponse? Parce que c'est de là où part tout ce problème. Pour le moment, nous sommes déjà dans une démarche quantitative et également qualitative pour comprendre quels sont les déterminants. Pourquoi les jeunes sont réellement en colère? Qu'est-ce qui, d'un point de vue conjoncturel, mais aussi d'un point de vue structurel, détermine cette colère-là, qui s'exprime d'ailleurs par effectivement leur engagement dans des mouvements djihadistes ou dans des migrations suicidaires, parfois désespérées, etc. Avec justement un constat, avec une situation de réchauffement climatique. Vous avez vu ce qui se passe au Maroc. Déjà, absolument. Oui, des politiques publiques en phase avec justement ces préoccupations doivent être déclinées Nous avons au plus vite pour des défis très 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 importants, des défis de survie de nos pays à cause justement de ces problèmes climatiques, de ces problèmes environnementaux, de ces problèmes écologiques. Face à une démographie face à une démographie qui est galopante. Oui. Et donc, nous devons nous mobiliser autour de ces défis-là pour ne pas rater le virage du dividende démographique, etc. Parce que autant la situation est grave aujourd'hui, autant elle peut même s'empirer. On peut avoir un scénario où tous les pays connaissent un peu cette situation de crise. On l'a vu, on a été très proche de ça entre 2019 et 2020. Presque tous les pays étaient en crise et le Sénégal a également failli basculer. Nous ne l'oublions pas. C'est d'autant plus important de se rappeler de cette période et de voir pourquoi le Sénégal n'a pas basculé, quels sont les fondements et également le matelas à partir duquel nous avons résisté, et de considérer que c'était une priorité de travailler à consolider ce matelas-là. Oui. Pour revenir sur le Sénégal, pour moi, c'est aussi ça, les leçons à tirer des crises que nous avons connues ces dernières années et de ce que nous connaissons actuellement dans les pays qui nous entourent. Oui, ce n'est pas une première. D'autres pays ont connu ces situations et ont adopté des politiques endogènes sur la base d'une très grande résilience. La Chine de Mao Tse-tung, vous en dites quoi par rapport à une perspective que le Sénégal devrait justement respecter aujourd'hui? Je pense que le Sénégal doit regarder, effectivement, comme nous le voyons poindre,
doit regarder vers l'Afrique, doit également regarder vers le sud global. Notre diplomatie doit se réinventer vers le sud global. J'espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous aurons des signaux encore plus forts que cette diplomatie-là se tourne vers un multilatéralisme beaucoup plus juste, vers également des pays comme la Chine, qui peuvent nous donner l'exemple de civilisations qui se sont conservées tout en se modernisant. Je pense que c'est un modèle effectivement très intéressant. Que vous connaissez bien. Qu'on essaie de suivre au fur et à mesure. Et je pense que le Sénégal pourrait s'inspirer de pays effectivement comme la Chine, qui ont pu construire leur souveraineté économique, qui ont pu s'insérer dans la compétition mondiale, même si nous sommes quand même un tout petit pays, un tout petit marché, mais que nous puissions travailler à l'échelle panafricaine pour devenir une Chine, un pays qui garde ses valeurs de civilisation, mais qui s'insère de manière harmonieuse et même parfois agressive dans la compétition mondiale. C'est le rêve que nous devons tous construire, parce que effectivement, le nouveau régime doit s'inscrire, ne jamais oublier que le Sénégal ne peut pas se développer seul. Le Sénégal peut améliorer sa situation économique, mais pour une vraie refondation de notre système économique, pour, disons, une Afrique qui devient une puissance à l'échelle internationale, nous avons besoin de travailler avec les autres pays africains, de construire ensemble les éléments de cette puissance-là. De cette puissance, oui, les deux exigences, nous avons commencé par cela, entre les urgences et un besoin également de stabilité, une dose certainement de résilience s'impose. Absolument. Le mot de la fin. On a besoin effectivement de nous mettre d'accord sur un minimum de choses à faire pour des réformes, ou en tout cas des décisions importantes qui peuvent faire l'objet d'un pacte social, d'un pacte républicain. C'est de ça que le pays a besoin aujourd'hui, parce que à n'importe quel moment, nous pouvons connaître également des catastrophes ou des chocs externes. Et pour combattre cela, pour être résilient par rapport à cela, nous avons besoin d'une cohésion sociale. J'insiste là-dessus. Je pense que nous sommes fatigués effectivement des disputes politiciennes, et nous avons besoin d'une logique plutôt de réconciliation nationale. C'est cette logique de cohésion sociale qui peut nous permettre d'être beaucoup plus forts pour affronter les défis auxquels nous sommes confrontés. Là, vraiment, pour moi, les logiques politiciennes, les logiques de disputes politiciennes doivent laisser la place à une cohésion sociale beaucoup plus importante, et les Sénégalais en ont besoin pour affronter leurs propres défis. C'est ce qui explique et justifie Disso. C'est effectivement ce qui justifie le fait que les organisations de la société civile, qui représentent plus de 700 ONG, plus de 32 000 associations qui sont présentes un peu partout au Sénégal, puissent apporter également leur contribution par rapport à la réflexion sur le référentiel des politiques publiques pour les prochaines années, et de pouvoir par la suite en faire le suivi et l'évaluation. Parce que nous considérons que nous faisons partie de la gouvernance de ce pays. La société civile est un élément, pas seulement en termes d'alerte, très important pour le pays, mais nous sommes des contributeurs. Nous avons publié l'année dernière avec donc le réseau sénégalais des think tanks et le programme, la PEFAN, avec le programme d'appui à la société civile, un rapport sur la contribution de la société civile sur les politiques publiques. Et il s'agissait de montrer les volumes d'investissement qui sont injectés par les ONG et les associations, et on se retrouve presque à plus de 500 milliards en termes d'estimation. Et donc ce sont des éléments très importants
qui montre que nous sommes des acteurs également économiques et des investisseurs sociaux. Et il me semble que ça aussi, ça doit être beaucoup plus reconnu. Et le DISO était également une manière d'élaborer un certain nombre d'idées et de les mettre à la disposition du gouvernement et par la suite en faire des éléments de suivi et d'évaluation des politiques publiques. C'est un peu notre rôle également. La réflexion qui débouche sur le développement. Merci, cher Gueye, pour rappeler que vous êtes chargé de la veille et de la prospective à IPAR, également secrétaire général du réseau sénégalais des think tanks, invité d'objection de ce dimanche. Merci en tout cas. Merci de l'invitation encore une fois. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Merci de nous avoir suivis et surtout de nous avoir fait confiance et de continuer à nous faire confiance. Dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Bravo à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Sorcier. Gardez l'écoute, vous êtes sur la 98.5 dans une poignée de secondes, c'est ça. Autour de Mordefeuille, son invité dans Dionobi. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé